On peut définir la dialectique heuristique comme étant l'art de la controverse ou du combat intellectuel, ce que Schopenhauer appelait l'art d'avoir toujours raison. Et comme dans tout sport de combat, il existe des techniques, des tactiques et des stratagèmes. Dans son incontournable L'art d'avoir toujours raison, Schopenhauer nous fournit un manuel sur les stratagèmes malhonnêtes dont on peut user ou auxquels on doit faire face dans l'art de l'escrime mentale. Au début de l'émission, Mélenchon s'est engagé et a invité Zemmour à ne pas utiliser ces stratagèmes. Alors, Monsieur Zemmour, bien sûr, je crois que, comme moi, vous ne voudrez pas que ce soir, ce soit un match. Ni guerre de coq, ni perfidie mondaine. Pour autant, sur les 38 stratagèmes malhonnêtes identifiés par Schopenhauer, nous avons observé que 11 au moins ont été utilisés durant le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. 31 fois au total. C'est-à-dire que sur un débat qui a duré 2 heures, on a utilisé 31 fois un stratagème malhonnête, soit 1 aux 4 minutes. Qui de Mélenchon ou de Zemmour en a le plus usé? Quand? Comment? Celui qui les a subis a-t-il su les détecter et les déjouer? Bien utiliser les stratagèmes de la dialectique heuristique ne signifie pas qu'on est le meilleur escrimeur, parce qu'on peut très bien gagner un combat sans user de stratagèmes malhonnêtes, mais ça peut signifier qu'on est le plus rusé. Sans délai, commençons par identifier le premier stratagème utilisé. C'est celui qui est le plus facile à observer, même pour un œil non averti et pour un esprit qui ne maîtrise pas les règles de la dialectique. Il s'agit du stratagème 8, fâcher l'adversaire. C'est simple, la colère embrouille le jugement de sorte que l'adversaire peut perdre de vue où sont ses intérêts. Il est possible de provoquer la colère de l'adversaire en étant injuste envers lui à plusieurs reprises, ou par des chicanes et en étant généralement insolent. Ce stratagème peut être utilisé dans l'attitude, comme il peut être utilisé dans les mots. Quand il est utilisé dans l'attitude, c'est difficile de l'identifier de façon objective. Mélenchon a donné l'impression à beaucoup d'avoir eu une attitude insolente envers Zemmour, mais l'a-t-il réellement été? En revanche, on peut identifier de façon moins subjective qu'il a été dans ses mots au moins 6 fois au cours de ce débat. Il a utilisé des expressions soit moqueuses, soit insolentes. Écoutons. Des folies de Monsieur Zemmour. Alors, Monsieur l'intelligent, qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau, pour faire face à cette situation qui sont dans la région Île-de-France? Monsieur Zemmour, je note savez-vous, que vous ne voulez pas me laisser parler. Je note que vous ne voulez pas me laisser je ne vous parler. laisse pas parler. Bah non, parce que J'explique ça une thèse, vous comme embête. ça vous pourrez la Ça vous concevoir. embête parce que On vous a entendu sur ce Tchernobyl a eu thème-là. lieu, Bah, Three Mile Island a eu lieu, Fukushima a eu lieu. Et vous voulez rentrer dans votre cerveau, ça? donc vous êtes comme Madame Merkel qui a arrêté le nucléaire. Le résultat, c'est qu'elle a ouvert toutes les centrales à charbon et qu'elle a Allez, en augmenté avant, son taux de CO2. Pour éviter la libanisation du pays, il faut une grande révolution de notre façon d'être, National. une grande révolution populaire, puisque c'est le peuple qui le veut, mon cher Mélenchon. Eh oui. Monsieur Zemmour est la vérité. Mais Comment oui, vous mais accueillez oui, monsieur Mélenchon, ne vous en déplaise. Jean-Luc Mélenchon. Ça va, Et il vous fait êtes vite. le mensonge, monsieur Le Mélenchon. melon, ça va? Mais oui. Jean-Luc bah, Mélenchon, très bien. comment vous Un peu de accueillez modestie quand on réfléchit. Vous êtes tout le temps en train de faire des citations comme un singe savant. Vous sautez d'une citation à l'autre sur les branches. mais Écoutez, petit bonhomme. Dans le traité de 2005, Oui, grand il y bonhomme. avait notamment... Oui, grand timonier. Zemmour a généralement su garder son calme et n'a pas eu de réplique insolente à son tour. On peut en déduire que si Mélenchon a su utiliser ce stratagème avec son talent rhétorique et humoristique incontestable, il a eu peu d'impact sur son adversaire, mais il se peut que le but de Mélenchon ne fût pas de fâcher Zemmour seulement, mais aussi de donner des gages à son camp idéologique, en montrant que même s'il accepte de débattre avec Zemmour, il le voit tout de même comme un danger. Si l'humour insolent de Mélenchon n'a pas réussi à fâcher Zemmour, il a certainement eu de l'impact sur une partie du public qui a relayé ses meilleurs saillies sur les réseaux sociaux. On peut donc dire que, de façon générale, Mélenchon a un talent exceptionnel pour le stratagème 28 qui s'intitule « Convaincre le public et non l'adversaire ». Explication. Votre adversaire, lui, aura beau être un expert, ceux qui composent le public n'en sont pas forcément. Et donc à leurs yeux, vous l'aurez battu si votre objection le place sous un jour ridicule. Les gens sont prêts à rire et vous avez les rires à vos côtés. Pour votre adversaire, montrer que votre objection est invalide nécessitera une explication longue, faisant référence à des éléments techniques que le public n'est pas spécialement disposé à écouter. Autre stratagème utilisé par Jean-Luc Mélenchon, le stratagème 3, intitulé
la généralisation. Il s'agit de prendre une proposition relative et de la poser comme absolue. L'on attaque alors quelque chose de différent que ce qui a été affirmé. Plus concrètement, ce n'est pas en tant que musulmans que des immigrants devraient être expulsés, selon Zemmour, mais en tant que terroristes, criminels, délinquants et personnes refusant de se soumettre à la loi sur l'assimilation. Or, Mélenchon va généraliser le propos de Zemmour 2 fois comme suit. Vous ne chasserez pas les musulmans. Lequel a décidé d'expulser 5 millions de Français musulmans de ce pays? Pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes? Parce qu'ils sont 5 et que ce sont des Français. Mélenchon crée ici un amalgame stratégique entre musulmans et criminels, en disant que Zemmour veut expulser 5 millions de musulmans, sachant que Mélenchon estime le nombre total de musulmans de France à 5 millions. Zemmour dénonce le stratagème de la généralisation en répondant ironiquement « Pourquoi pas 10 millions pendant que vous y êtes ?» Il existe un autre stratagème qui consiste à attaquer quelque chose de différent de ce qui a été affirmé et qui est subtilement différent de la généralisation. C'est le stratagème 1, appelé l'extension. Il s'agit de reprendre la thèse adverse en l'élargissant hors de ses limites naturelles, en lui donnant un sens aussi général et large que possible et en l'exagérant. Ici encore, c'est Mélenchon qui a eu recours à ce stratagème au moins 6 fois. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Première extension. Ce que Zemmour refuse, ce sont les théories du genre qui nient le masculin et le féminin et les différences entre les hommes et les femmes. Zemmour défend l'idée qu'il existe des différences entre les hommes et les femmes, y compris des différences cérébrales. Par contre, il ne hiérarchise pas entre ces différences, ni ne stigmatise l'une au profit de l'autre. Mélenchon élargit volontairement les limites de la thèse de Zemmour en prétendant que dire que les femmes sont cérébralement différentes des hommes, c'est les rabaisser, c'est dire qu'elles ont un cerveau archaïque, incapable de faire des abstractions. Deuxième extension. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France, ni aux chrétiens de choisir entre leur religion. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Mélenchon fait ici référence à Napoléon, qui a permis aux juifs de pratiquer leur religion dans la sphère spirituelle, culturelle et privée, mais pas dans la sphère politico-juridique. C'est aussi ce qui a été exigé des catholiques par la laïcité. Mélenchon semble savoir que Zemmour dit vouloir faire la même chose avec les musulmans, puisqu'il y fait lui-même référence. Mais il prétend penser que Zemmour veut obliger à choisir entre la France et la religion, et non entre le corpus juridique français et le corpus juridique islamique. Il étend donc le champ juridique au champ religieux. Ici, Zemmour tentera de parer le stratagème. Et maintenant, quand vous parlez de l'islam, et vous nous dites, la religion, c'est dans le privé. Et la politique, c'est la loi de la cité. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. Maintenant, si je ne fais pas de différence entre islam et islamisme, parce que pour moi, c'est exactement la même chose, ou plutôt, comme dit le poète kabyle Fered Mehmi, l'islam, c'est l'islamisme au repos et l'islamisme, c'est l'islam en action. Je fais une différence entre les musulmans et l'islam. Les musulmans qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. Je veux exactement imposer aux religions, à la religion islamique, exactement la même chose que la France a imposé aux Juifs. Selon la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation.
Troisième extension, c'est-à-dire ouvert à la contribution de chacun, comme dit la Déclaration des droits de l'homme, que vous voulez retirer de la Constitution. Non. Le but... Ah ben vous l'avez dit. Je ne veux pas retirer de la Constitution. Non mais comme vous êtes en face de moi, Monsieur Mélenchon, vos d'abord, elle n'est pas dans la Constitution, Eh bien, elle est dans le préambule. Oui. Et donc, normalement, je veux simplement que le Conseil... Mais faites pas le professeur dans un domaine que vous connaissez pas. Vous connaissez tout et moi je connais rien. Oui, la Déclaration des droits de l'homme est dans le bloc Monsieur Mélenchon, elle est dans le préambule. Ce que je veux dire, c'est que... la Constitution, la déclaration que vous voulez retirer, outre qu'elle dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, y compris les femmes, monsieur Zemmour, elle dit aussi que le but de la société est le bonheur commun. Ça vous dit quelque chose, le bonheur commun? Oui, c'est une formule américaine. Vous êtes invaincu d'avance. C'est une formule américaine. Non, c'est français, c'est dans la Constitution. Oui, je sais, mais c'est une formule empruntée à la Constitution américaine. On revient au point de départ sur la puissance française. Puisque je ne sais rien, vous voyez, je vous ai vraiment appris quelque chose. Mélenchon étant ici le préambule de la Constitution à la Constitution elle-même. Il ajoute que Zemmour veut carrément retirer les droits de l'homme de la Constitution, alors que le propos de Zemmour est de faire une réforme constitutionnelle, de sorte que le juge n'ait plus à considérer les traités européens pour juger les lois françaises, et de permettre à la politique nationale de contrevenir à certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme s'il la bloque. Mélenchon simplifie le propos et étend la subtilité juridique à un refus complet des droits de l'homme. Zemmour va tenter de contrer le stratagème, mais Mélenchon l'empêche de répondre. Il réussira tout de même à y revenir un peu plus tard dans le débat. Là, je suis tout à fait d'accord, il faut restaurer un usage massif du référendum. Mais, le problème majeur aujourd'hui, ceux pour lesquels il n'y a plus de souveraineté populaire, on a dit l'Europe, là on est d'accord là-dessus. Mais il y a un autre sujet, qui est le gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'au nom de l'état de droit, qui est évidemment un bon principe au départ, on a des juges qui s'appellent le Conseil constitutionnel, qui s'appellent le Conseil d'État, qui s'appellent la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appellent la Cour de justice de l'Union européenne, qui imposent leur vision idéologique et leur politique. Quand vous voyez, par exemple, que le Conseil d'État a cassé une décision de réforme des allocations chômage parce qu'il estimait que ce n'était pas le bon moment, vous voyez jusqu'où ils vont dans le principe d'opportunité. Quand vous voyez que la Cour européenne des droits de l'homme a interdit à la France d'expulser un terroriste algérien parce qu'il serait martyrisé dans son pays, vous voyez de quoi il se mêle. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui reprendre le pouvoir aux juges. Et par le référendum, et par une réforme constitutionnelle, et c'est pour ça que M. Mélenchon tout à l'heure masticotait sur les droits de l'homme, je ne suis pas contre les droits de l'homme, je ne veux plus que les juges se servent de la Déclaration des droits de l'homme et d'un obscur article pour imposer leur vision. Plus tard, dans l'émission, Mélenchon parlera du Zemmouristan et va réitérer la première extension sur les femmes et en rajouter 2 autres. Moi, j'étais condamné parce que je défendais une certaine idée de la France et qu'on ne supporte plus... Mais quelle idée? Ça suffit maintenant. Mais oui, je suis désolé, monsieur Mélenchon. Je suis en retard derrière vous. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on n'adhère pas à la Convention internationale. Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées. Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez. C'est très bien, monsieur Mélenchon. Ah ouais. Ah, ça c'est très bien, parce que ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Et qu'elles ne peuvent pas rentrer. Où étiez-vous quand les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les cafés à Sevran? Non, mais ça où n'existe pas, étiez-vous, cette monsieur histoire, Mélenchon? Mais dans tous les cafés de banlieue, c'est comme ça. Mais bien sûr, enfin, mais voyons. Mais enfin, vous faites semblant de ne pas voir. Non. Et le pays que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées. Je viens de vous décrire un pays où s'appliquent les principes auxquels vous croyez. Mais je ne crois vous appelez délire le fait que moi je propose vous me prêtez des principes auxquels je ne crois pas. Qui soient valables pour l'humanité entière. Dans votre ville de Marseille, la peine de mort, c'est tous les jours, monsieur Mélenchon. Vous êtes obsédé par une idée qui vous... Ici, Mélenchon extensionne les militants LGBT aux homosexuels. Alors que Zemmour considère l'homosexualité comme une non-question et qu'il s'attaque spécifiquement aux revendications et à la propagande LGBT, Mélenchon crée une confusion volontaire entre LGBT et homosexuels. Or, si tous les djihadistes sont musulmans, tous les musulmans ne sont pas djihadistes. De même, si tous les militants LGBT sont des homosexuels, tous les homosexuels ne sont pas des militants LGBT. Enfin, Mélenchon extensionne un accord philosophique avec la peine de mort au projet de rétablir la peine de mort.
Or, Zemmour a clairement spécifié que s'il était philosophiquement d'accord avec la peine de mort, il ne la rétablirait pas. L'usage du stratagème 1, l'extension, a grosso modo été mené de façon stratégique par Mélenchon, pour la simple raison que le temps que chaque candidat avait pour s'exprimer, et les thèmes fixés par les journalistes, ne permettaient pas à Zemmour de clarifier les subtilités que Mélenchon a embrouillées. Mais Zemmour a quand même réussi à trouver le temps d'en démêler quelques-unes. Autre stratagème qui a été utilisé au moins 2 fois durant le débat, c'est le stratagème 2, intitulé l'homonymie. Ce stratagème implique une certaine subtilité intellectuelle. Il consiste à utiliser des termes similaires, mais qui désignent 2 objets de pensée différents. Soyons attentifs, car cela peut être subtil. Ce n'est pas la France qui a fauté. Et si elle a fauté, ce sont les gens comme M. Mélenchon et les élites françaises qui, depuis 40 ans, ont fait la folie, je dis bien la folie criminelle, de faire venir, de laisser venir des millions et des millions d'immigrés venus d'une civilisation arabo-musulmane qui est hostile à la civilisation chrétienne dont nous sommes issus depuis 1000 ans. Ça, c'est la première chose. Vous la repas en chrétien? Comment? Vous la repas en défenseur du christianisme? Si vous voulez, la civilisation, ce n'est pas une religion. Même si, comme dit Malraux, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est ce qui s'agrège à une religion. Mais alors, vous défendez Samuel Huntington et son texte, et lui, il dit que ça, que toutes les civilisations reposent sur une religion. Mais il a tout à fait raison. Malraux dit la même chose. Alors, je vous répète. Vous venez de dire à l'instant le contraire. Vous m'avez dit, vous me voyez baptisé en chrétien. Je ne suis pas chrétien. Simplement, je défends la civilisation chrétienne. Parce que c'est la civilisation qui nous a fait, vous et moi, monsieur Mélenchon. Non, ça n'existe si, pas. vous et moi, même quand vous vous révoltez contre l'Église, vous êtes profondément enracinés dans la tradition chrétienne. Quand Zemmour parle de civilisation chrétienne, Mélenchon feint de croire que cela implique une population chrétienne, soit que les membres de cette civilisation seraient tous chrétiens, alors qu'on sait pertinemment que quand on dit civilisation musulmane, cela inclut également les juifs, les chrétiens, les sabéens, les zoroastriens, etc., qui vivaient au sein de cette civilisation et qui ont contribué à la bâtir. L'adjectif chrétienne appliqué à civilisation signifie de culture chrétienne et non de religion chrétienne. Une civilisation repose sur une religion, mais n'implique pas que cette religion soit celle de tous ses membres. Le stratagème utilisé ici par Mélenchon a pour but de dire que comme la chrétienté, comme on l'appelait autrefois, comprenait des membres qui n'étaient pas chrétiens, cette civilisation chrétienne dont parle Zemmour n'a jamais existé. Zemmour va tenter de démêler l'homonymie en prenant son propre exemple et celui de Mélenchon. Voyons voir un autre cas d'homonymie dans le débat. Vous parlez du sentiment d'insécurité et vous dites il y en a plus parce qu'il y a de la misère. Mais c'est, en vérité, votre phrase est honteuse pour les gens pauvres et qui ne sont pas délinquants. Par ailleurs, pardonnez-moi, mais la violence n'est pas le fait de pauvres. On sait d'où elle vient. On sait exactement qui est en prison. On sait qui n'est pas en prison. Non. Il y a eu un rapport en 2020 donné à la police et à la gendarmerie sur la liste des bandes délinquantes. À part les Corses de Marseille, il n'y a pas un nom français. Aujourd'hui... Un nom français? Pas un nom français. Qu'est-ce qu'un nom français? Un nom français, c'est par exemple... Non, un nom français, c'est un nom porté par un Français. Non, monsieur Mélenchon. Non, c'est un nom qui est français depuis 1000 ans, pardonnez-moi. Moi, je n'ai pas un nom au départ français, par exemple. Voilà. Et alors, on vous compte comment si on vous met en prison? Eh bien, on me compte comme un nom qui n'est pas français. Vous voyez? Mais c'est assez pourtant, simple. vous êtes français. Je suis français, mais c'est pas la même chose. Et il y a beaucoup d'étrangers. Vous savez combien il y a d'étrangers dans les prisons françaises? 25%. Alors qu'ils représentent 10% de la population. Quand Zemmour parle de nom français, Mélenchon mène une habile homonymie en disant qu'un nom français est un nom porté par un Français. L'adjectif français désigne ici originaire de la France et non pas porté par un ressortissant de la France. D'ailleurs, Mélenchon utilise ici un double stratagème, car il demande à Zemmour faussement naïvement « Ça veut dire quoi un nom français ?» alors que le propos est assez évident. En effet, il ne viendrait pas à l'esprit du commun, en dehors de tout militantisme, de prétendre que Boubagra ou Ben Arjoun est aussi français que Dupont ou aussi anglais que Mr. Brown. C'est le stratagème 31 et qui s'intitule « Je ne comprends pas ce que vous dites ». Il s'agit de le dire sur un ton ironique pour donner l'impression que l'adversaire dit une bêtise. Un autre stratagème a été utilisé au moins 4 fois par Mélenchon et 1 fois par Zemmour.
Il s'intitule « Choisir des métaphores favorables ou défavorables ». Il s'agit du stratagème 12 de la dialectique heuristique et qui constitue à choisir une désignation métaphorique favorable à votre thèse et défavorable à la thèse de l'adversaire. Par exemple, ce qu'une personne impartiale appellerait culte ou pratique de la religion serait désigné par un partisan comme piété ou bénédiction divine et par un adversaire comme bigoterie ou superstition. De tous les stratagèmes, celui-ci est le plus couramment utilisé et est utilisé d'instinct. Quand Mélenchon désigne le camp idéologique de Zemmour par le Zemmouristan, comme on vient de le voir, il s'agit d'une désignation métaphorique dévalorisante. Mélenchon crée par ce suffixe amusant une analogie avec les théocraties islamistes, mais Zemmour riposte en sous-entendant que c'est lui qui combat ce que Mélenchon appelle le Zemmouristan, tandis que c'est Mélenchon qui le défend puisque, selon Zemmour, le Zemmouristan existe déjà dans les banlieues islamisées. Deuxièmement, Mélenchon va, dès le début du débat, utiliser la métaphore de la contamination pour désigner la progression des idées de Zemmour dans l'opinion. Zemmour signale rapidement le choix sémantique de Mélenchon. J'ai très bien écouté ce que vous venez de dire et votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand ce n'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Troisièmement, Mélenchon va utiliser la désignation métaphorique de créolisation pour désigner le multiculturalisme. Pourquoi ? Parce que le multiculturalisme a été très critiqué ces dernières années, suite à ce qui est perçu comme l'échec de son application en France à travers les confrontations violentes entre Noirs et Arabes, Noirs et Turcs, Turcs et Arméniens, musulmans et laïcs, musulmans et juifs, Africains et Asiatiques, Noirs et Blancs, etc. Lui-même, Mélenchon avait combattu le multiculturalisme dans les années 80, donc aujourd'hui, Mélenchon le défend, mais le désigne sous un nouveau terme donnant l'impression qu'il s'agit d'un nouveau concept. Mais les sociétés de l'outre-mer sont des sociétés qui ont été les premières créolisées. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on avait déportés là pour l'esclavage venaient de différents endroits de l'Afrique, ne parlaient pas les mêmes langues. Et parfois, les maîtres eux-mêmes ne parlaient pas les mêmes langues. Et les maîtres avaient intérêt à créer une distance absolue entre le blanc, qui était le maître, et le noir, qui était l'esclave. Et la société de tous ces gens a créé une culture commune. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont des terres profondément créolisées. Et contrairement à ce que vous dites, et à ce que d'autres ont dit aussi, ça n'a pas créé une addition de communautés. Ce n'est pas vrai. Ça a créé une communauté commune, sous l'empire de la loi, et qui produit une culture commune. Une culture commune. Monsieur Zemmour, ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été... Vous avez vu, il est passé deuxième. Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Je le prends comme un exemple amusant de ce que signifie l'interpénétration des cultures et la production d'une culture en commun. La créolisation, c'est donc un processus dans lequel personne ne domine l'autre. C'est une création commune. D'ailleurs, ni vous ni moi n'y pouvons rien, ça se fait tout seul. Vous prenez ensuite des termes avec lesquels vous jouez. L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. Et on passe par des étapes. Il y a d'abord l'intégration de ceux qui arrivent. Si elle est réussie, la créolisation va se faire plus vite. C'est-à-dire, si on parle par exemple tous la même langue, si les enfants sont correctement éduqués, si on a pris en charge l'accueil des primos arrivants. La France y gagne. Elle y gagne des jeunes Français qui viennent avec une culture, des idées et plein de choses de cette nature. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme ça se fait, à la fin, se produit une intégration qui vaut créolisation. L'assimilation signifierait qu'il y a quelque chose d'invariable, à quoi on devrait ressembler. Eh bien, ça n'existe pas. Ce que Mélenchon vient de décrire ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'idéologie multiculturaliste qui va de pair avec l'idéologie migratoire et qui consiste à supputer que des communautés culturelles, religieuses et ethniques différentes peuvent cohabiter sur un même territoire sans qu'elles aient à partager des mœurs et un imaginaire commun, que le seul commun qui doit les régir serait le droit qui lui-même pourrait se passer des mœurs.
L'interpénétration de ces cultures générerait alors naturellement une culture commune, sans qu'aucune d'entre elles ne cherche à dominer ou à assimiler les autres. L'idéologie multiculturaliste nie donc le phénomène anthropologique de l'assimilation et refuse toute politique d'assimilation en estimant que la culture d'accueil devra accepter d'être une culture parmi d'autres sur son territoire et d'attendre le processus de métissage, lequel devrait équilibrer naturellement entre les différentes cultures juxtaposées dans un premier temps, cultures encouragées au départ à demeurer fidèles à ce qu'elles étaient dans leur pays d'origine, puisqu'il ne s'agit de toute façon que d'une fidélité fantasmée, attendu que le métissage aurait lieu inévitablement sans favoriser une culture au détriment d'une autre. Zemmour va relever l'usage du stratagème. Vous avez dit, la France est un composé de cultures, de peuples, et vous avez tout à fait raison. Il y a les Gallo-Romains, vous auriez pu dire les Ligures, les Ibères, les Celtes. D'ailleurs... Les Ostrogoths qui sont passés exactement, comme ça, les Francs, etc. Mais Bainville, d'ailleurs, le dit au début de son Histoire de France. La France n'est ni un empire, ni une race, elle est mieux, elle est une nation. Maintenant, vous oubliez, parce que ça vous gêne, que le premier ciment de ces peuples divers fut le catholicisme. Le catholicisme d'un côté, puisque c'est la conversion de Clovis. Le général de Gaulle disait « L'histoire de mon pays commence avec la conversion de Clovis ». Et c'est une sottise. Ben bien, voyons. Et l'épée du roi. Après, vous dites, ces cultures se sont rassemblées dans une seule. Et vous appelez ça la créolisation. C'est Édouard Glissant qui appelle ça comme mais ça, je vais, c'est si vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu. Soyez gentil, vous avez fait une longue tirade, je n'ai rien dit, donc laissez-moi tenir mon raisonnement. Encore. Le but, c'est que la parole échange aussi. Voilà. Oui, mais si y en a un qui peut faire une longue tirade et l'autre qui est tout le temps coupé dans vous en avez fait tous les deux. On ne peut pas discuter. Vous en avez fait tous les deux, allez-y. Donc, vous appelez ça créolisation. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. La créolisation, ce n'est que le nouveau mot que vous avez trouvé pour parler de multiculturalisme, de droit à la différence. En fait, vous vous êtes converti à l'idéologie que vous combattiez dans les années 80. Et la créolisation n'est pas un choix. C'est une réalité qui permet de faire le pont entre le différentialisme aigu de gens comme M. Zemmour, qui voit les gens dans des petites cases, les musulmans, les ceci, les cela, et puis un universalisme que moi-même j'ai pratiqué, un peu abstrait, qui ne tient compte d'aucune différence. Quatrièmement, Mélenchon désigne le nationalisme de Zemmour par différenciation aiguë quand il choisit le terme d'universalisme pour désigner sa créolisation. Cette désignation métaphorique est d'autant plus controversée que les détracteurs du multiculturalisme lui reprochent justement de signer la fin de l'universalisme français, donc on voit bien que le choix métaphorique était stratégique. Créoliser, je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité, j'ai regardé, parce que maintenant vous avez mis en vedette Édouard Glissant. En fait, c'est une espèce de chimère pseudo-poétique pour vanter une fois de plus la mondialisation et ses grands mérites. En vérité, votre Édouard Glissant, c'est un Alain Minc martiniquais. Zemmour utilise à son tour le stratagème de la métaphore dévalorisante en désignant la créolisation de Mélenchon par une chimère pseudo-poétique. Autre stratagème employé par Mélenchon, c'est le stratagème 14, intitulé « Clamer victoire même quand ce n'est pas forcément le cas ». Il s'agit d'un piège que vous pouvez poser contre votre adversaire. Lorsque votre adversaire aura répondu à plusieurs questions, sans qu'aucune ne favorise votre thèse, présentez quand même votre conclusion triomphalement comme si votre adversaire l'avait prouvé pour vous. Si votre adversaire est timide ou stupide, et que vous vous montrez suffisamment audacieux et parlez suffisamment fort, cette astuce pourrait facilement réussir. Mélenchon revient sur une erreur de traduction, commise par un interprète italien. Ce dernier aurait utilisé par erreur le terme « déporté » en interprétant Zemmour et cette histoire avait déjà été rectifiée publiquement. Mais lorsque Zemmour tente de rétablir les faits, Mélenchon couvre sa voix en clamant sa victoire. Si donc, vous les déportiez comme vous avez prévu de le faire,
Oui, ben c'est le mot jamais qui a dit été. ça. Oui, ben d'accord, mais c'est le mot qui a été utilisé. Non, non, mais oui, Alors, mais oui, c'est non, mais pas par moi, d'accord. pas J'ai par j'ai moi. noté que ce soir, vous avez renoncé à la rémigration. Mais je ne renonce à rien. Non, Je non, vous mais ai j'ai au moins expliqué ce obtenu que ça je de vous ce pensais. soir. J'ai obtenu plusieurs Mais choses vous n'avez de rien obtenu du tout. Oui, Vous ben dites si, ben toujours vous la voulez même plus. chose. Ah, vous voulez Vous avez toujours les chasser. inventé des mots que je n'ai pas prononcés. Déporté, vous vous souvenez de Hop, cette hop, hop, histoire? hop, ça c'est passé en Italie. Eh ben Écoutez, oui, mais je n'ai pas employé ce écoutez, mot-là, c'est l'italien qui a traduit Parfait. dans Monsieur son Zemmour, italien. Le Monsieur Zemmour. dernier stratagème utilisé par Mélenchon est celui qu'on appelle l'ultime stratagème et qui s'intitule « Soyez personnel, insultant, malpoli ». Cela consiste à passer du sujet du débat au débatteur lui-même en attaquant sa personne même. Écoutons. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte du tout. Je vais vous dire, dans les métros parisiens, on a fait Allez, une c'est enquête. reparti. 70, etc. Bon. 75% Mais on vous entend d'étrangers. répéter ça surtout. Vous ne Monsieur démontrez Mélenchon, pas, vous, pouvez, mais vous ne excusez-moi, réfléchissez pas. je sais que vos chiffres vous embêtent, non, mais c'est comme ça. non, il me gêne pas du je tout, continue, monsieur. je non, mais continue. mettons-nous d'accord. Non, non, mais S'il y a 1000 crimes, je les reconnais, c'est pas le sujet. Mais si, le sujet, c'est est-ce que vous l'analyse savez des causes oui, et la l'analyse. manière Eh ben alors d'y justement, répondre. alors vous voulez que je fasse- répétez comme un Très moulin bien. à parole, c'est les musulmans, Oui, le monsieur. djihad et je sais pas Oui, quoi. Vous n'avez oui. pas honte de parler comme Pas ça? du tout, Il y pas a des du tout. millions de musulmans dans ce pays qui supportent pas. Je vous Et signale ce que sont vous ne des me laissez Français pas comme vous parler, et moi. monsieur Mélenchon. Mais je vais vous dire, il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Vous êtes tellement provocateur que vous avez été jusqu'à provoquer les gens sur leur prénom parce qu'ils portaient le prénom du prophète. Mais vraiment, quelle honte. C'est pas une Mais vous n'avez pas provocation. honte de parler comme ça. Monsieur Mélenchon, on peut vous répondre? Ben, oui, me dites- vous me dites, je pousse à la guerre civile. Prenez pas votre tête de victime. Hein. Ah, mais je prends pas une tête de victime. Vous me dites, je J'ai pousse à la toujours guerre une minute civile. de retard sur vous. Hein. Comment, Oui, et en plus, il faut qu'on change de thème après. Je dis ça au passage. Vous Allez-y, répondrez, Régine. après on enchaîne. comment vous appelez un pays où la tête d'un professeur roule dans la rue? Moi, j'appelle ça un pays en guerre civile. Comment vous appelez un pays où on tue une pauvre policière, on l'égorge, mais on n'ose pas dire qu'on l'égorge? Moi, j'appelle ça la guerre civile. Zemmour a donc évité la personnalisation du débat. Il a ignoré les invectives et les étiquettes que Mélenchon a lancées en série et n'a répondu que sur le fond pour rester dans le débat d'idées et éviter la confrontation des égos. Mais il n'a pas fait que contrer les stratagèmes de Mélenchon. Il a, lui aussi, usé d'un stratagème à 4 reprises. Il s'agit du stratagème 16, qu'on appelle l'argument ad hominem. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque notre adversaire fait une proposition, il faut vérifier si celle-ci ne serait pas inconsistante, même si ce n'est qu'une apparence, avec d'autres propositions qu'il a faites ou admises, ou avec les principes de son groupe idéologique, ou au pire, avec ceux qui donnent l'impression d'avoir les mêmes opinions que lui. Plus concrètement, Zemmour va chercher dans le passé de Mélenchon des positions qui contredisent ses positions actuelles. On a vu plus tôt dans la vidéo qu'il lui rappelait que dans les années 80, il avait combattu le multiculturalisme et qu'à présent il le défendait, mais en la déguisant sous le terme de créolisation. Il lui fera le coup encore 4 fois durant le débat. Écoutons. Ah oui, je crois réellement ce que vous dites. Vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les titres, les textes Oui, de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré j'en les marins de suis Kronstadt. figurez-vous, monsieur Je vous Zemmour. rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Et c'est, si vous voulez, que vous n'avez jamais dénoncé les crimes de l'URSS, les dizaines de milliers de morts de Staline dans des camps de la Colima, que vous n'avez jamais dénoncé les centaines de milliers de morts de la Chine de Mao Tse-tung. Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas le coup du grand démocrate qui s'émeut de la contamination de mes idées. Ah, Moi, je dis, les gens qui sont français assimilés, ils sont français, Qui les quelle trie que pour soit leur savoir religion. Qui est assez assimilé à vos yeux ou qui ne l'est pas? Mais c'est pas moi qui décide, vous savez, c'est dans la loi. Souvenez-vous que pour la naturalisation, il y a des critères d'assimilation. Malheureusement, on ne les applique plus. On ne les respecte plus. On naturalise des femmes voilées. Vous disiez vous-même, monsieur Mélenchon, jadis, l'autre Mélenchon, que le voile islamique était une auto-stigmatisation, qu'elle se mettait un stigmate et après elle se plaignait du stigmate. Qu'est devenu ce Mélenchon-là? Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon suit des électeurs. Mélenchon essaye de courir après des électeurs parce qu'il a... D'accord, voilà. Il a, eh ben Je me oui, demandais où vous excusez. vouliez arriver. Mais voilà, je vous le dis. Donc Mélenchon était jadis un républicain strict. Aujourd'hui, il court
après les indigénistes et tous les gens autour de vous. Moi, je cours après rien. Moi, je cours après une vous êtes certaine idée de la candidat à une France. élection, vous fournissez des arguments à toute la droite, vous courez après quoi? Je cours après une idée de la France que je vois en train de disparaître. Qui n'est pas la mienne. Mais Monsieur Mélenchon... Mais pas pour les raisons que vous indiquez. Mais ça a été la vôtre. Ça a été la vôtre, mais si. Vous étiez un républicain strict, Moi, je n'ai jamais eu le cœur jadis. d'un persécuteur. Jamais. Comment? J'ai pas Jamais. J'essaye de comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais moi aussi, j'espère de comprendre. Je regarde, je vois. Et nous avons une vieille discussion avec M. Mélenchon sur ce thème parce que je vois qu'il s'approprie avec brio et avec entrain l'écologie, alors qu'il vient d'une tradition politique qu'il a longtemps méprisée. Parce que dans le débat entre la nature et la culture, entre la droite et la gauche, c'est la droite qui, la première, a compris, a senti, a dénoncé l'arraisonnement de la nature par la technique. À l'époque, les frères aînés de M. Mélenchon et M. Mélenchon lui-même ne juraient que par le productivisme, les usines, les fumées d'usines, etc. et se moquaient de ces gens qui voulaient défendre la nature. Et aujourd'hui, la réduction du CO2 ? Et aujourd'hui, la réduction du CO2, mais vous savez, ce n'est pas inintéressant. C'est un roman fantasmé, là. La droite bienveillante qui aimait la nature, et les ouvriers qui sont des sales, qui votent de la fumée partout. Non, j'ai pas parlé d'ouvriers, monsieur Mélenchon. Ça vous dérange pas, non? J'ai pas parlé d'ouvriers. Excusez-moi, j'ai pas parlé d'ouvriers. Je parle de tradition idéologique. Vous connaissez comme moi l'histoire de ces traditions idéologiques. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais à l'époque, il faut dire les choses comme elles sont. Les libéraux, comme le mouvement ouvrier, comme à peu près tout le monde, étaient sur la ligne du productivisme. Mais bien sûr, et le développement des forces vous. productives. Je suis d'accord avec vous. Ce fut l'angle mort du mouvement ouvrier et de son incapacité à comprendre, y compris ce que Marx avait écrit sur la question, en disant que le capitalisme épuisait la nature et l'homme. Et puis, on a tout mis sur l'idée du développement des forces productives. C'est évidemment une erreur considérable. Mais elle est... Je n'ai pas dit le contraire. Oui, mais vous disiez que la... Oui, mais vous disiez que la droite avait tout compris, ce que je veux dire. Et surtout, si on peut revenir à aujourd'hui, c'est bien aussi. Si on peut revenir à aujourd'hui, aux solutions pour aujourd'hui, c'est bien aussi. Les libéraux, au départ, sont de gauche, vous savez, mais c'est une discussion qui nous mènerait trop loin. Il faut d'autres encore des centrales. C'est comme pour l'assimilation tout à l'heure. Monsieur Mélenchon et contre M. Mélenchon. Vous savez, il y a une très jolie phrase de Talleyrand que je vous livre, je suis sûr que vous allez l'aimer. Talleyrand disait « Je ne pardonne aux gens qui ne sont pas de mon avis, mais je ne pardonne pas à ceux qui ne sont pas du leur. » Et c'est vraiment notre discussion ce soir. Vous n'êtes jamais de l'avis de M. Mélenchon de jadis. Et là, pour le nucléaire, c'est... encore heureux. Oui, mais là, pour le nucléaire, c'est la même chose. Le nucléaire, c'est la même chose. Vous êtes borné. Non, je suis pas borné, je suis j'évolue dans la vie, je réfléchis. Je suis, moi aussi. Oui, mais je réfléchis et je me suis dit, les choses que nous avons défendues sont arrivées au résultat exactement inverse de celui qu'on voulait. La nature a été saccagée, réfléchissons pourquoi. Le nucléaire, on nous avait dit, et je sais que les gens qui l'ont fait de bonne foi, pensant se rendre utile, qu'ils l'ont fait avec brio, avec intelligence. Mais nous savons tous depuis, il y a eu Tchernobyl. Il y a eu mais oui, mais enfin, ça existe, ces choses-là. Il y a eu Three Mile Island. Aucun accident en France. Justement. Excusez-moi. Monsieur Zemmour. Alors c'est vous qui agitez les peurs. Vous me reprochez d'agiter les peurs, et là vous agitez des peurs, alors qu'il n'y a rien eu en France. Écoutez-moi. Je vous écoute. C'est une question extrêmement sérieuse. Mais vous m'avez pas laissé finir. Le ping-pong. Est-ce que je fais du ping-pong? Je dis simplement. Vous voulez supprimer les Monsieur Mélenchon. Vous m'avez pas laissé. D'accord. Alors allez-y. Terminez que je puisse quand même vous dire ce que je dois penser de cette histoire, mais arrêtez de m'opposer à moi-même, ça n'a pas de sens. Vous savez, j'ai été un gamin de 10 ans et je disais des choses que je renie aujourd'hui. Non, monsieur, c'est pas 10 ans, vous n'aviez pas 10 ans. Heureusement que les gens changent dans la vie. Vous n'aviez pas 10 ans. Vous n'aviez pas 10 ans. Et alors, monsieur, je suis pas comme vous. Je suis pas buté, borné à rester dans un truc. Excusez-moi, moi je suis cohérent. Monsieur, voilà. Voilà, c'est la différence. J'ai changé d'avis parce que la vie, monsieur, m'a appris que c'était dangereux. Tout cela depuis le fameux traité de Maastricht, contre lesquels il était, et pour lequel M. Mélenchon a voté oui. Mais il va me dire que là aussi, il a changé d'avis. Mais non, mais écoutez, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Parce que c'est la réalité. En 2005, j'ai voté non. Oui, mais vous avez dans voté le traité oui. de 2005, écoutez, petit bonhomme. Dans le traité de 2005, il y avait notamment le traité de Maastricht. Pourquoi vous jouez à ça? Et je joue à ça parce que vous avez voté oui à Maastricht. Oui, et je me suis trompé. Mais en 2005, j'ai rectifié mon erreur. Vous ne rectifiez jamais vos erreurs. Trop tard. Vous êtes parti sur une idée, et pouf, c'est la même toute la vie, on n'en change pas, on bouge pas, on n'apprend rien des faits. Moi, j'ai appris. C'est le contraire, monsieur Mélenchon. J'ai fait partie des gens qui ont cru. Vous vous trompez tout le temps et vous vous contredisez tout le temps. Non, moi, excusez-moi,
Je suis effectivement sur une grille de pas tout le lecture temps. du monde. Il m'arrive de me France, tromper, mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Et surtout, monsieur Zemmour. Et je ne me suis pas trompé, contrairement à vous. Vous vous trompez tout le temps et vous vous reniez tout le temps. Moi, non. Parce que je pense que je ne me suis pas trompé, contrairement à vous. Et justement, est-ce que vous vous sentez les épaules de mener cette révolution dont vous parlez? J'ai en tout cas les épaules pour l'annoncer depuis 20 ans. Et je pense que, contrairement à M. Mélenchon, moi, je ne me suis pas contredit. Et je ne me suis pas aperçu que j'avais eu tort. C'est une chose de l'annoncer, c'est autre chose de la porter, Eric Zemmour. Oui, je suis borné. Oui, c'est la définition du gars borné. Monsieur Mélenchon, Celui qui ne change pas d'avis, qui n'examine pas la réalité, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est le contraire, monsieur Mélenchon. C'est le contraire. Quand la réalité donne raison, pardonnez-moi d'être borné. Non. Oui, je suis borné dans la vérité. Non, voilà. On voit que Mélenchon est embarrassé par les arguments ad hominem de Zemmour, d'autant plus que face à un candidat à la présidentielle, cet argument peut ne pas être perçu comme un stratagème malhonnête, mais aurait au contraire toute sa légitimité. En effet, on tolère l'inconstance plus facilement chez un kidam que chez une personne supposée mener le destin d'une nation. Un changement de conviction fréquent peut dénoter soit de l'opportunisme électoral, soit un manque de jugement. Même s'il est plus difficile pour Mélenchon d'utiliser l'argument ad hominem contre Zemmour, il va réussir à trouver une occasion. Il y a des millions de musulmans dans ce pays qui ne supportent pas. Je vous signale que vous ne me laissez pas parler, monsieur Mélenchon. Mais je vais vous dire, il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Et il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas terroristes. Seulement, tous les terroristes sont musulmans. Et beaucoup... Celle-là est pas mal aussi. Oui, mais vous aviez dit que vous respectiez ça. Vous l'avez dit ou pas? Comment? Vous n'avez pas dit que vous respectiez les djihadistes? J'ai dit... Si, on vous a posé la question sur Nice. J'ai dit... Ne me coupez pas, ne faites pas comme les imbéciles qui ne savent pas lire une phrase jusqu'au bout. On m'a posé une question et j'ai répondu. Je respecte les gens, respecte les gens qui donnent leur vie pour leur cause parce que je veux mieux les combattre. C'est pour ça que je les respecte. Malheureusement, il ne s'agira pas d'un changement de position pour Zemmour, mais d'une subtilité dans la pensée et le sentiment. Pour Zemmour, il ne faut pas mépriser ses ennemis, mais les respecter pour mieux les combattre. Conclusion. Le score final de ce match est 25 stratagèmes de dialectique heuristique pour Mélenchon, soit 1 aux 5 minutes, face à 6 pour Zemmour, soit 1 aux 20 minutes. Au fait, à part traiter la créolisation de Mélenchon de chimère pseudo-poétique, Zemmour a surtout rappelé les changements de position de Mélenchon au fil du temps. Sans recourir au stratagème, Zemmour reste malgré tout un bon escrimeur, puisque dans la plupart des cas, il a su identifier le stratagème et a tenté un coup pour le parer. Que Zemmour ait beaucoup moins utilisé les stratagèmes de l'art d'avoir toujours raison, indique soit qu'il ne les maîtrise pas autant que Mélenchon, soit qu'il arrive à mener son match d'escrime mental sans y recourir. Auquel cas, ce serait tout à l'honneur de Zemmour, mais l'honneur ne suffit pas toujours pour gagner. Is it over? You don't fight with honor. No. He did. On peut déduire de cette allégorie de Game of Thrones qu'une analyse dialectique d'un débat ne permet pas de dire qui a gagné et qui a perdu. Ceci appartient à l'appréciation subjective de chacun. En revanche, elle peut dire de façon plus ou moins objective que Zemmour s'est battu dans les règles de l'art, tandis que Mélenchon s'est battu avec les stratagèmes de l'art. Il est, des deux, le plus rompu à l'art d'avoir toujours raison. Mais ceci lui a-t-il permis, face à Zemmour, d'avoir raison ?